À la jonction entre le recrutement classique dans une entreprise privée et une procédure de nomination propre aux fonctionnaires d'État, le recrutement dans la fonction publique territoriale suit sa propre voie, en vertu de quelques règles qu'on va tenter de décrypter. La petite spécificité qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on parle bien de recrutement au sein de la fonction publique, sauf que contrairement aux fonctionnaires d'État, comme les professeurs qui sont nommés de manière unilatérale sur un poste, le principe de libre administration des collectivités nécessite de laisser aux collectivités le choix de recruter les agents qu'elles jugent les plus pertinents. Ainsi, que vous ayez un concours ou non, tous les agents de la fonction publique territoriale vont devoir suivre un processus de recrutement s'ils veulent un jour venir travailler dans une collectivité territoriale. Et vous allez voir, si rien ne devrait fondamentalement vous choquer dans le processus de recrutement, certains signaux restent quand même importants à capter pour bien comprendre dans quelle procédure on s'embarque et réussir son recrutement au sein d'une collectivité. Et je vous propose de scinder ce processus en 3 grandes phases. La publication et la candidature en phase 1, la sélection et enfin l'intégration sur un poste. On va commencer par la publication et les candidatures. Déjà, première bonne nouvelle, les collectivités sont soumises à une obligation de publication de l'ensemble des postes disponibles en collectivité, que ce soit une création ou une vacance de poste, c'est-à-dire un poste qui est déjà créé mais qui n'est plus occupé. Vous retrouverez donc nécessairement l'information, parfois sur le site de chaque collectivité, dans tous les cas sur le site emploi-territorial.fr, qui agrège l'ensemble des postes ouverts avec des possibilités de filtre par thématique et ou par périmètre géographique. C'est déjà l'incarnation du principe d'égalité de traitement des candidats que vous devriez retrouver tout au long du processus. La première information importante à regarder est le type de recrutement. Pour tout un tas de raisons que je détaille dans d'autres vidéos, le principe est toujours celui d'un recrutement privilégié des fonctionnaires sur les emplois permanents. Sans entrer dans le détail, le concours est une des meilleures manières qu'on ait trouvé après-guerre pour garantir une indépendance des agents publics vis-à-vis du politique et d'assurer une égalité de traitement entre l'ensemble des candidats qui passent le concours. Néanmoins, par exception, mais il faut le dire dans de plus en plus de cas, il est possible de recruter des contractuels, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas le bénéfice d'un concours. Il existe en réalité 2 grandes familles d'exceptions qu'il convient de comprendre. La première, que j'ai déjà quasiment énoncée, est qu'il est possible de recruter des contractuels sur des emplois non permanents, en cas de hausse temporaire ou saisonnière d'activité. Et oui, il est fréquent que certains services publics connaissent des hausses d'activité saisonnières, par exemple pour l'inscription au transport scolaire ou encore la demande de papier d'identité avant l'été. Et par définition, on ne peut pas recruter un fonctionnaire sur un poste temporaire. Mais il existe aussi des exceptions pour recruter des contractuels dans le cadre d'emplois permanents, pour une durée déterminée. Le cas le plus courant présent sur la quasi-totalité des offres est qu'il est toujours possible de recruter un agent contractuel lorsque les besoins du service l'exigent et qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté. Autrement dit, à compétences égales, la collectivité est dans l'obligation légale de privilégier le fonctionnaire plutôt que le non-fonctionnaire pour répondre au principe que j'ai déjà énoncé, à savoir que les emplois permanents sont normalement occupés par des fonctionnaires territoriaux. Néanmoins, lorsqu'il n'y a pas de fonctionnaires ou qu'ils ne font pas l'affaire, il est tout à fait possible de recruter un contractuel. Les candidats peuvent dès lors candidater, en général en envoyant un CV et une lettre de motivation. Ici, aucune différence notable avec une candidature classique, et comme pour tout recrutement, le jury sera toujours plus sensible aux CV et lettres de motivation qui prennent en compte les spécificités de votre futur cadre de travail. La lettre de motivation est destinée selon les cas au maire ou à la maire, ou au président ou à la présidente du département, de région ou de l'EPCI. En général, ces mentions formelles sont précisées directement dans l'offre d'emploi et il faut mettre les formes et éviter de laisser penser, à tort ou à raison, que vous avez envoyé le même format à tout le monde. Ça fait toujours très mauvais genre quand un candidat se dit très motivé pour rejoindre notre entreprise et ne cite aucun des mots-clés relatifs au poste spécifique auquel il candidate. Bref, comme partout, la forme ne fait pas tout, mais elle compte vraiment. On entre alors vraiment dans la deuxième phase, celle de sélection. Une fois de plus, rien de bien différent avec un processus de recrutement classique en entreprise, si ce n'est peut-être un jeu un peu particulier à 3 acteurs qu'il va falloir décoder. La grande spécificité d'un emploi en collectivité est qu'en plus d'avoir un membre des ressources humaines et votre futur responsable hiérarchique, vous travaillerez avant tout pour un élu. C'est-à-dire pour une personne qui peut, ou non, avoir les compétences métiers que vous prétendez avoir. L'élu ne cherchera donc a priori pas à tester votre technicité, mais plutôt à voir si vous maîtrisez les enjeux et défis de votre futur poste et que vous saurez vous intégrer au sein de l'organisation de la collectivité, afin de mettre en place les orientations politiques qu'il pourra donner. En fonction de votre poste, l'élu peut être présent à l'un ou l'autre des entretiens ou faire complètement confiance à votre future hiérarchie. Un
schéma assez classique dans les plus grandes collectivités territoriales et que le ou la chargée de recrutement issu des services RH présélectionne les candidats en lien avec le futur responsable hiérarchique. Un premier entretien a lieu avec le responsable hiérarchique et le ou la chargée de recrutement qui vont alors constituer une shortlist qui pourra alors être présentée à l'élu référent qui pourra voir soit les commentaires sur les candidatures, soit demander un nouvel entretien pour rencontrer le candidat. Dernière étape, aboutissement du recrutement, l'intégration sur un poste dépend de votre statut. Si vous n'avez pas de concours, vous allez pouvoir signer votre contrat à durée déterminée qui commencera par une période d'essai. Sachez simplement qu'en principe, les contrats dans la fonction publique peuvent aller au maximum jusqu'à 3 ans et qu'au bout de 6 années en tant que contractuel, la collectivité n'aura plus aucune possibilité de vous proposer un CDD. Elle aura le choix soit de vous proposer un CDI, c'est d'ailleurs un des rares cas qui permettent d'avoir des CDI en collectivité, ou alors ne plus rien vous proposer du tout. Au vu de cette échéance, il n'est pas rare que la collectivité employeur encourage fortement un contractuel qui vient d'arriver dans la collectivité à préparer et à passer les concours de la fonction publique afin de pérenniser le poste dans un second temps. A noter qu'il existe une petite exception qui va me faire une super transition, puisque certains postes de catégorie C, comme les assistants administratifs, peuvent être directement titularisés sans avoir à passer de concours. Deuxième cas de figure, si vous avez le concours mais que vous n'êtes pas encore titularisé, vous allez devoir être stagiairisé. C'est-à-dire que vous allez avoir un statut de fonctionnaire stagiaire, généralement pendant 1 an, avant d'être titularisé et devenir officiellement fonctionnaire. Cette stagiarisation ressemble un peu à une période d'essai, à la différence près que si vous rompez votre période de stage, vous perdez le bénéfice du concours. Donc autant dire que ce n'est pas forcément une période pendant laquelle vous avez facilement possibilité de rompre votre stage sans demander votre reste, comme dans une période d'essai. Voilà, j'ai à peu près fait le tour des grands principes et j'ai dû laisser de côté un certain nombre d'exceptions et de spécificités qui auraient rallongé cette vidéo déjà très longue. Vous voulez en savoir plus? N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous voulez que je traite ou que j'approfondisse une question en particulier, et surtout, venez me retrouver sur La Territo, la chaîne qui vous fait prendre de la hauteur sur la vie des collectivités territoriales.